l'agriculture, elle émet 2 gaz à effet de serre, le N2O, protoxyde d'azote, et puis le méthane, CH4. Et donc, il y a ces 3 leviers. On peut stocker du carbone, mais on peut aussi réduire le N2O ou réduire le CH4. On a un tableau qui va illustrer tous les coûts des pratiques qu'on a gardées suite au premier tableau. On peut reprendre l'extension de culture intermédiaire, semi-direct, insertion et allongement des prairies temporaires, remplacement de la fauche par de la pâture et agroforesterie interparcellaire, ainsi que l'implantation de haies. Dans ces pratiques, on regarde donc, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'extension de culture intermédiaire n'a pas un coût d'implantation très élevé. 39 € à l'hectare, ça reste correct. Le semi-direct est encore moins élevé, 13 € à l'hectare. Donc, bien sûr, ces coûts, ça va prendre en compte l'achat d'un semoir semi-direct exclusif, donc, qui va avoir un coût certain, surtout que les semoirs en semi-direct sont aujourd'hui un peu plus chers que les semoirs classiques. Ça va prendre en compte l'achat de la semence. Oui, puis si on passe en semi-direct, par exemple, on va faire des économies de carburant. Donc le coût qui est indiqué là tient compte effectivement de coûts additionnels, acheter un semoir, mais aussi d'économies, par exemple, moins de dépenses de carburant. C'est ça qui fait que le coût du semi-direct est faible, parce qu'il y a des économies. Également moins de passage. Voilà. Également, oui, tout à fait. voilà, donc moins de temps de travail. Moins de temps de travail. Par la suite, nous, on avait vu des exploitants qui étaient en semi-direct, mais ils nous expliquaient que c'était un peu comme le bio, dans le sens où il faut être beaucoup plus préventif que réagir aux différents problèmes qui vont venir derrière, par exemple les adventices, etc., qui vont avoir lieu. C'est sûr que aller vers des pratiques agroécologiques, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire. Et au contraire, aller vers ces pratiques-là, ça suppose d'être très technique. Parce qu'effectivement, on n'a plus la solution chimique. Et effectivement, par exemple, quand on passe au semi-direct, on abandonne le labour, la gestion des adventices, des mauvaises herbes, devient un souci parce que le labour, c'est aussi un moyen de les détruire. Et si on n'a plus ce moyen-là, et qu'en plus on veut sortir des pesticides, utiliser moins d'herbicides, va falloir jouer sur la succession des cultures, par exemple, pour contrôler les mauvaises herbes. Donc il y a effectivement, dans ces systèmes-là, agroécologiques, besoin de refaire beaucoup plus d'agronomie. Que purement une réaction à ce qui va se passer, aux problèmes qu'on observe. Donc par la suite, on va voir que l'insertion et l'allongement des prairies temporaires coûtent très cher. Oui, parce 91 €, c'est... parce qu'il y a un manque à gagner, forcément, lié au fait que la prairie temporaire est plutôt moins productive que le maïs en silage. Oui, et va aussi, du coup, moins productive, donc moins de nourriture aux animaux, voilà, et donc qu'il va falloir moins de rendement compenser, derrière. Voilà. Donc c'est un réel manque à gagner. Oui. Donc à partir de là, on pourra se poser la question de sa légitimité dans une exploitation agricole, de la mettre en place. Celle qui m'a le moins choqué dans son prix, ça va être l'agroforesterie interparcellaire. Je m'y attendais d'avoir un coût aussi élevé quand j'ai commencé à lire l'étude. On a déjà bien détaillé les raisons de ça. C'est le temps de travail, c'est l'emprise au sol, donc la perte de production. Tout à fait. Voilà, qui explique ce coût élevé. Et l'implantation de haies, 73 €. Donc là, c'est comme le remplacement de fauche de la pâture. C'est un prix qui reste un coût pour l'agriculteur, mais on pourrait qualifier d'acceptable pour permettre une réduction du réchauffement climatique en règle générale, du stockage du carbone, etc. Et là, on va avoir le coût que cela va représenter sur toute l'échelle France Métropole. Si on prend par exemple l'extension de culture intermédiaire, qui était le premier et le plus gros stockeur de carbone sur l'échelle française, on se retrouve avec 625 millions d'euros de dépenses chaque année sur l'échelle du territoire français, juste pour l'extension de culture intermédiaire. Oui. Derrière, on prend l'implantation de haies, l'agroforesterie interparcellaire, l'insertion et allongement des prairies temporaires, on est grosso modo aux alentours des 600 millions également. Les seules pratiques qui sont réellement moins coûteuses, ça va être semi-direct et remplacement de la fauche par de la pâture.
Et si on regarde ces pratiques, à l'échelle nationale, si on prend toutes les pratiques, ça va avoir un coût de 2,7 milliards d'euros. Ce qui est quand même un coût assez conséquent. Donc on le rappelle, 2,7 milliards d'euros pour stocker 5 millions de tonnes de carbone chaque année. Est-ce que ça vous paraît être une dépense correcte ou plutôt une dépense disproportionnée par rapport à ce que ça va apporter comme réduction de carbone dans l'atmosphère? Parce qu'effectivement, finalement, toutes les pratiques sur lesquelles qu'on a évoquées, elles ont un coût pour l'agriculteur et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un encouragement, d'une aide pour qu'elles soient mises en place. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même à peu près la moitié du potentiel de stockage additionnel en agriculture qui a un coût modéré, bien inférieur à ce que ça coûterait si on voulait réduire les émissions de manière équivalente dans d'autres secteurs de l'économie. C'est-à-dire qu'au final, ça va coûter moins cher à l'agriculture de faire le même nombre d'économies de carbone comparé au secteur de l'automobile, au secteur de l'industrie, etc. Si on imagine qu'on veut réduire les émissions de CO2, par exemple en isolant beaucoup mieux les maisons d'habitation, ça va coûter aussi beaucoup. Et quand on compare les chiffres qu'on a en agriculture aux chiffres qu'on a dans d'autres secteurs de l'économie, il y a quand même en agriculture un potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui a un coût relativement modéré quand on le compare à d'autres secteurs de l'économie. Parce que là, ce que vous dites, ça me permet d'enchaîner directement sur le graphique qu'on a, le tout dernier graphique qu'on a, qui est un graphique qui va nous permettre de représenter, avec 1 euro investi dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, combien ça pourrait nous permettre de stocker par pratique. Si on prend l'extension de culture intermédiaire, qui était la première en termes de stockage, et également en termes de coût, qui était très bien placée, donc qui va représenter énormément de stockage, mais aussi énormément de coûts. Si on regarde ce graphique qui nous permet d'avoir un ratio euro investi par rapport au stock que cela va nous apporter, on se rend compte que l'extension de culture intermédiaire est tout de suite moins rentable, entre guillemets. Elle n'arrive pas en premier. Non, tout à fait. Mais elle arrive en troisième position. En troisième. Bon, alors la pratique qui arrive en premier, en kilos de carbone par euro investi, c'est effectivement le SMI direct. Pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est du carbone stocké en plus, pas trop cher parce qu'il y a des économies d'énergie, etc. Bon, alors il y a une limite au SMI direct qu'on n'a pas évoquée, c'est que le SMI direct, les résultats de la bibliographie montrent que effectivement ça permet de stocker plus de carbone de 0 à 30 cm dans l'horizon de surface. Mais quand on prend la totalité de la profondeur du sol, en fait, le gain n'est pas si important que ça. Il faut relativiser. Voilà. Ce qui fait que cette pratique, on ne la met pas tant que ça en avant. Comparé à l'extension de culture. Oui. Ce qui arrive en deuxième sur le graphique qu'on voit là, c'est le remplacement de la fauche par la pâture, qui est intéressante parce que, oui, on stocke du carbone. Et c'est du carbone pas cher parce que c'est les animaux qui vont faire le boulot au lieu du tracteur et de la faucheuse. Donc voilà, donc il y a des économies. Mais on a vu tout à l'heure que cette mesure-là, elle concerne un tout petit nombre d'hectares. Voilà, donc elle est intéressante, mais pas tant que ça parce que son assiette est limitée. Et finalement, les cultures intermédiaires qui arrivent en troisième, c'est un peu... c'est la pratique qui réunit le plus de propriétés favorables quand même. C'est-à-dire qu'elle a un stockage par unité de surface qui n'est pas le plus élevé, mais qui est quand même pas mauvais, 227 kilos par hectare. Son gros intérêt, c'est l'assiette, 16 millions d'hectares. Qui est énorme. Voilà. Et donc, ça fait que... et le coût qui est modéré, parce que... il y a effectivement le coût des semences, le passage pour implanter la culture intermédiaire, le passage pour la détruire, mais c'est des coûts qui sont raisonnables. Voilà. Donc on met beaucoup en avant les cultures intermédiaires parce que
elle représente quand même un bon compromis quoi, sur les différents critères qu'on a passés en revue là, au cours de notre discussion. Et alors, dans ce ratio de rentabilité, on observe que dans les dernières places, il y a quand même, donc, sans trop de surprise, l'agroforesterie interparcellaire qui est, on l'a dit, certes stocke beaucoup, mais à un coût qui est très, très, très conséquent. Oui. Et l'implantation de haies qui lui aussi a un coût relativement élevé pour un stock qui n'est pas excessif. Oui. Derrière, on le rappelle, là c'est pour du stockage et non, ça ne prend pas en compte tous les bénéfices que cela va apporter à tout ce qui est biodiversité en règle générale, assainissement des eaux, éviter l'érosion, etc. Est-ce que ça paraît être quelque chose d'envisageable que les politiques publiques européennes prennent les choses en main et disent d'accord, aujourd'hui ces pratiques, elles ont un intérêt, il faut les mettre en place, il faut encourager et il faut permettre à nos agriculteurs de pouvoir vivre en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Bon, il faut aller vers ça et je pense qu'on ira vers ça. Alors effectivement, la PAC, maintenant, elle a l'ambition de ne pas être seulement une aide aux revenus des agriculteurs, elle a aussi l'ambition de favoriser les pratiques vertueuses du point de vue du climat. Ça, c'est une ambition politique affichée, mais comme vous l'avez dit, quand on y regarde de près, on n'observe pas de virage. On est loin du compte parce que bon, la négociation de la PAC, c'est un processus très très long entre les ambitions initiales et puis ensuite ce qui se passe dans les négociations entre les États membres. L'intérêt de certaines des pratiques dont on a parlé, c'est qu'elles sont d'une part stockantes, mais aussi vérifiables. C'est-à-dire que des cultures intermédiaires, des haies, mettre des arbres, mettre plus de prairies temporaires, tout ça, c'est vérifiable, par exemple par télédétection. C'est-à-dire un satellite peut voir si oui ou non, une parcelle est couverte par une culture intermédiaire ou si elle est en sol nu. Donc on peut imaginer que l'Europe se dote d'un système où elle donne des aides aux agriculteurs au vu de déclarations sur leurs pratiques et que bien sûr elle ait le moyen de vérifier que les pratiques sont effectivement mises en œuvre et alors de faire le versement. Je pense qu'on ira vers des choses comme ça. Parce que là, on a dit donc 2,7 milliards d'euros, un budget actuel de 9,1 milliards, mais si on se tourne sur les émissions de carbone de l'agriculture, les émissions de carbone sont aujourd'hui de 83 millions de tonnes par an, et on a un stockage de 5 millions de tonnes. Ça représente à peu près 5%, 4% du carbone qui est émis chaque année qu'on va réussir à stocker en plus. Est-ce que c'est une raison suffisante pour investir 2,7 milliards selon vous? Est-ce que pour vous, il faut mettre en place ces aides par le biais d'un nouveau pilier de la PAC, d'une nouvelle branche d'aide avec 2,7 milliards concrètement dédiés au stockage? Oui, mais cet argent, finalement, on le met déjà. Donc, on peut continuer à le mettre, mais sous condition. Donc, ce n'est pas de l'argent à mettre en plus. Bien sûr, on peut favoriser des pratiques qui stockent plus de carbone, mais il faut aussi favoriser des pratiques qui vont conduire à moins utiliser d'engrais de synthèse pour moins émettre de N2O. Et puis, on doit s'interroger aussi sur la place de l'élevage et du coup la part des produits animaux dans notre alimentation, parce que le secteur de l'élevage est effectivement un secteur émetteur. Alors, ce que disent les études scientifiques, c'est que une agriculture idéale du point de vue du climat, ce n'est pas une agriculture végane, ce n'est pas une agriculture sans animaux. On l'a bien vu, il y a énormément de pratiques qui reposent sur l'élevage, notamment pour le pâturage, etc. Voilà. Donc,
comme un de mes profs me disait en BTS, l'objectif n'est pas d'arrêter l'élevage, mais de le diminuer, ça passe Voilà. avant tout par les consommateurs. Oui. C'est à eux de réduire cette consommation, à nous tous, et par derrière, accompagner les éleveurs à réduire leurs troupeaux, réduire leurs émissions, etc. Voilà, c'est un ensemble qui doit évoluer de manière concertée, c'est-à-dire un peu moins de produits animaux dans notre alimentation, un petit peu moins d'animaux en agriculture, et puis surtout de réassocier agriculture et élevage, éviter d'avoir la situation qu'on a actuellement avec des régions qui sont hyper spécialisées en élevage et d'autres qui sont hyper spécialisées en grande culture, où là on est un petit peu perdant aux deux bouts parce que dans les zones de grande culture, on n'a plus de fertilisants organiques, donc on est très dépendant des fertilisants minéraux. Et ça appauvrit le sol énormément. Voilà, et ça coûte de l'énergie pour les produire et ça émet du CO2. Et puis à l'autre bout, des régions avec un élevage très concentré, avec du coup des bilans excédentaires en azote, en phosphore, qui du coup est mal valorisé et qui va partir vers les eaux et contribuer à l'eutrophisation et aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un levier très important qui est de réassocier production végétale et production animale pour avoir des cycles vertueux. Pour terminer cette vidéo, est-ce que vous auriez une chose à dire, un mot d'encouragement peut-être pour les exploitants qui souhaitent mettre en place ces pratiques ou tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le milieu agricole? L'agriculture, par rapport au changement climatique, elle est impactée par le changement climatique parce que les sécheresses, les températures anormalement élevées, tout ça, ça a des impacts sur les animaux, du stress sur les plantes, etc. Voilà, donc l'agriculture, elle est un peu victime du changement climatique. Donc il faut qu'elle s'adapte parce que de toute façon, le changement climatique, il est en cours, on ne va pas l'arrêter. Mais plus on fera d'efforts pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, moins il sera important. Donc l'agriculture, elle est victime du changement climatique. Elle est aussi en partie responsable, parce qu'on l'a vu, elle émet des gaz à effet de serre. C'est un acteur. Bon, voilà, donc comme d'autres secteurs de l'économie. Comme toutes les activités humaines. Voilà, il faut qu'elle fasse des efforts pour réduire ses émissions. Mais elle est aussi une partie de la solution, puisqu'elle peut contribuer au stockage de carbone, donc à ce qu'on appelle les puits de carbone. Et dans la stratégie nationale bas carbone de la France, on table sur un doublement des puits de carbone. Donc ça veut dire peut-être accroître la surface des forêts, mais ça veut dire aussi, en agriculture, mettre en place des pratiques favorables au stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse. Donc voilà, donc l'agriculture vis-à-vis du changement climatique, elle a vraiment un rôle à jouer. Donc, à la suite de cette vidéo, on en retient plusieurs choses. Le fait qu'il est possible de stocker du carbone dans les sols, ça a un coût, ça a des avantages, des inconvénients, mais c'est une possibilité et un levier qu'on doit utiliser pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et ainsi limiter l'impact environnemental. Donc dans la réalisation de cette vidéo, j'aimerais remercier l'endroit où nous sommes, qui est l'école du 7e art de Bordeaux, qui nous a gentiment accueillis. Également, il faudrait remercier tous les techniciens qui sont là aujourd'hui et les personnes qui nous ont aidés en amont et en aval de la vidéo pour la réaliser. Et bien évidemment, vous, Monsieur Pellerin, merci d'être venu. C'était un réel plaisir d'avoir cet échange avec vous. Et j'aimerais recommander à tout le monde son livre qui a été sorti avec l'INRA et d'autres de ses confrères qui parlent de toute l'agriculture et des gaz à effet de serre que ça émet et les moyens de les diminuer. Et très certainement, je pense qu'on servira du livre pour une prochaine vidéo pour aborder d'autres pratiques qui vont avoir d'autres intérêts. Voilà, merci à vous et au revoir. Merci, au revoir.